Au sommaire de cette édition, au Zimbabwe, l'ancien président Robert Mugabe est sorti de son silence ce jeudi, déplorant avoir été victime d'un coup d'État. Lors d'une visite de 24 heures à Alger, le ministre français de l'Intérieur a évoqué avec son homologue algérien les problèmes de sécurité, notamment liés au terrorisme. Le commandant de l'opération navale européenne Sophia, chargé de lutter contre les passeurs, a déclaré ce jeudi que la formation des gardes-côtes libyens, notamment pour le sauvetage de migrants, avance. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Cameroun, où pour la première fois depuis 3 ans, le président Paul Biya a tenu son premier conseil des ministres. Le contrôle de l'action du gouvernement étant délégué au Premier ministre, qui préside, lui, un conseil de cabinet une fois par mois. Pendant une dizaine de minutes tout au plus, le chef de l'État a félicité les promus du réaménagement ministériel du 2 mars dernier et énoncé une sorte de feuille de route à l'ensemble du gouvernement que dirige le Premier ministre Philemon Nyong. Paul Biya a réitéré ses instructions sur la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption. Au titre des priorités sur les mois à venir, il a dit entre autres attendre à brève échéance des propositions détaillées en chronogramme relatif à l'accélération du processus de décentralisation, activité du gouvernement qui vient de bénéficier de la création d'un ministère plein. Il s'est par ailleurs félicité des efforts déjà accomplis dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019 et invité les administrations concernées à intensifier leurs efforts. Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe a mis fin ce jeudi au silence qu'il respectait depuis sa démission en novembre dernier sous la pression de l'armée et de son parti. Il déplore avoir été la victime d'un coup d'État qu'il a qualifié de honte à effacer. Je dis que c'était un coup d'État. Même si certains ont refusé de l'appeler un coup d'État, nous devons effacer cette honte que nous nous sommes imposée à nous-mêmes. Ainsi s'exprimait ce jeudi d'une voix fatiguée l'ancien président Robert Mugabe dans son tout premier entretien télévisé diffusé par la chaîne publique sud-africaine. Jusqu'à cette première sortie médiatique, l'ancien président était resté extrêmement discret, reclus dans sa résidence. Sa sortie intervient à quelques mois des élections générales annoncées par le président Emmerson Mnangagwa avant juillet. S'exprimant depuis sa résidence privée de la capitale zimbabwéenne Harare, l'ancien chef de l'État a toutefois affirmé qu'il ne veut pas revenir au pouvoir. Par ailleurs, Robert Mugabe s'est plu ce jeudi à entretenir le trouble en tendant la main à son successeur. Il a en effet dit ne pas en vouloir à son vice-président Emmerson Mnangagwa, qui lui a succédé quelques jours après sa démission, mais il estime qu'il a trahi toute la nation. Pour mémoire, après 37 ans d'un pouvoir sans partage à la tête du Zimbabwe, Robert Mugabe a été contraint de démissionner le 21 novembre dernier, lâché par l'armée, son parti au pouvoir, la ZANU-PF et la rue. En France, la Cour d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'État du Sénégal qui visait la saisie des biens de Karim Wade et de Bibo Bourgi cités dans une affaire d'enrichissement illicite à Dakar. La justice sénégalaise avait sollicité la confiscation de plusieurs biens appartenant aux 2 hommes à la suite d'une demande d'entraide judiciaire internationale formulée en 2015 par le Sénégal. En première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait refusé d'exécuter la confiscation de ces biens demandée par la justice sénégalaise. L'infraction d'enrichissement illicite pour laquelle Karim Wade et Bibo Bourgi ont été condamnés en 2015 au Sénégal n'est pas reconnue par le droit français. C'était le motif de cette juridiction. Ce premier jugement vient donc d'être confirmé par la Cour d'appel de Paris. La justice sénégalaise avait sollicité la confiscation de plusieurs biens appartenant aux 2 hommes à la suite d'une demande d'entraide judiciaire internationale formulée en 2015 par l'État du Sénégal. Il était question pour le cas Karim Wade de saisir un appartement situé dans le 16e arrondissement de Paris ainsi qu'un compte bancaire.
Selon l'avocat de Karim Ouad, il s'agit d'une lourde défaite pour l'État sénégalais qui vient de subir 2 échecs successifs en première instance et en appel. Du côté du pouvoir sénégalais, on estime que la Cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente sur cette question parce que le délit d'enrichissement illicite n'est pas transposable dans le droit français. Une incompétence qui, selon eux, n'est pas synonyme de revers pour l'État sénégalais. 8 morts et 12 blessés, c'est le bilan de l'accident d'un hélicoptère militaire survenu dans le sud du Sénégal ce mercredi. Les causes de ce drame sont encore indéterminées. Reportage. 20 personnes se trouvaient à bord de l'appareil. 4 membres d'équipage et 16 civils. L'hélicoptère de l'armée sénégalaise, en effet, avait acheminé la dépouille du frère de l'ancien ministre Robert Sagna dans la région de Ziguinchor, en Casamance. C'est à son retour qu'il est tombé en début de soirée au large de Missira, dans une zone de mangrove. Il s'est écrasé dans le département de Foungoun, commune de Toubacouta. 7 personnes, selon l'autorité de l'armée, ont pu être repêchées par les piroguiers qui étaient dans le coin. La mort de 8 personnes a été confirmée. Selon un communiqué du gouvernement diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi, il sera créé une commission d'enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. Comparution ce jeudi devant un tribunal d'Afrique du Sud de 9 policiers. Ils sont poursuivis pour le meurtre de 3 mineurs. Ces faits avaient précédé en 2012 la répression meurtrière et controversée par les forces de l'ordre d'une grève de salariés de la mine de Marikana. L'on s'en souvient encore, ce massacre de 2012 s'est soldé par la mort de 34 personnes abattues par la police. Ces membres des forces de l'ordre sont les premiers officiellement poursuivis dans cette affaire. À ce jour, c'est la pire fusillade depuis la fin officielle du régime de l'apartheid en 1994. Les faits avaient déclenché une violente vague d'arrêts de travail dans les mines du pays, faisant une 60aine de morts. Le nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa, alors membre du conseil d'administration du groupe britannique Lonmin, propriétaire de la mine de platine de Marikana, avait été accusé d'avoir fait pression pour que la police intervienne et mette fin à la grève. Toutefois, soulignons que l'autorité avait été blanchie par une commission d'enquête. L'essentiel de la responsabilité du massacre du 16 août a été attribué par une commission d'enquête officielle en 2015 à la police. Les 9 policiers déférés jeudi devant un juge sont accusés d'avoir participé au meurtre, quelques jours avant le massacre du 16 août 2012 de 3 salariés de la mine. Jusqu'à une prochaine audience prévue en juin prochain, ils ont tous été placés sous contrôle judiciaire. Le gouvernement s'était dit prêt à indemniser les familles des victimes, mais plus de 5 ans après les faits, aucune d'entre elles n'a encore touché le moindre rand. Cyril Ramaphosa avait indiqué le mois dernier vouloir panser les plaies ouvertes par ce massacre. Je le disais en titre, en visite de 24 heures à Alger, le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb a rencontré ce jeudi son homologue algérien. Les 2 hommes ont eu un entretien en marge de cette rencontre. Ils ont évoqué les problèmes de sécurité, notamment liés au terrorisme et au retour des djihadistes étrangers ayant combattu dans les rangs du groupe État islamique. On les suit pour plus de précisions. Nous nous connaissons depuis maintenant quelques années et donc je pense que les relations que nous avons nouées entre nos 2 villes, nous avons maintenant à cœur de pouvoir les nouer au niveau de nos 2 nations et de faire en sorte que la coopération entre la France et l'Algérie, mais en même temps entre nos 2 ministères, soit toujours plus importante. Oui, mesdames et messieurs, pierre après pierre, nous renforçons donc nos coopérations. Nous faisons en sorte, dans un contexte international incertain, de créer entre la France et l'Algérie un pôle de stabilité, de prospérité et de développement de part et d'autre de la Méditerranée.
المجال الأمني بالدرجة الأولى لأنه تحدي يمس. Le domaine sécuritaire est une priorité parce que ce défi touche tous les pays du monde, et en particulier le nôtre. Les menaces qui nous entourent, comme le terrorisme, qui touchent aussi les États européens, dont la France, posent un grand défi sécuritaire. En Tunisie, la formation des gardes-côtes libyens, notamment pour le sauvetage de migrants, avance. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce jeudi à Tunis le commandant de l'opération navale européenne chargé de lutter contre les passeurs. Lancée en 2015 par l'Union européenne, l'opération navale Sophia est chargée de lutter contre les passeurs et de former les gardes-côtes libyens. Sa mission a été reconduite en juillet par le Conseil européen jusqu'en décembre 2018. Les gardes-côtes libyens ont été très actifs, en particulier au second semestre 2017. Ils ont sauvé beaucoup de migrants, près de 18 000 migrants, alors qu'en 2015, par exemple, il n'était que 800. Des centaines de milliers de migrants, certains fuyant des conflits, d'autres la pauvreté, tentent de traverser la Méditerranée depuis la Libye pour rejoindre l'Europe. Et selon l'Organisation internationale des migrations, depuis le début de l'année, au moins 337 d'entre eux sont morts ou disparus au large de la Libye. Pour finir, un poste de l'Est du Burkina Faso a été attaqué par des hommes armés soupçonnés d'appartenir à la mouvance djihadiste. Au cours de l'agression, un garde forestier a été tué. Reportage. Tout s'est passé dans la localité de Nassougou, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un agent des eaux et forêts a été tué par des individus armés qui ont attaqué leur poste. D'après un témoin, les assaillants étaient au nombre de 8. Ils ont également incendié les locaux ainsi qu'un véhicule. Selon la source sécuritaire ayant requis l'anonymat, les assaillants sont arrivés au poste à pied après avoir dissimulé leur moto quelques kilomètres plus loin. Les faits font penser à une attaque terroriste. Les forces de sécurité ont entrepris de ratisser la zone. Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 3 années qui ont fait 133 morts en 80 attaques, selon un bilan officiel. Une double attaque contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France a frappé la capitale burkinabé Ouagadougou le 2 mars, faisant 8 morts et 85 blessés. Elle a été revendiquée par une coalition de groupes djihadistes sahéliens, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.